Du coup, tu as bossé ta thèse sur le fait des odeurs agréables et les états de relaxation qu'elles pouvaient induire. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus? Est-ce que tu es resté sur des odeurs naturelles justement que tu as pris, ou est-ce que tu as pu tester avec des odeurs artificielles et qu'est-ce que tu as trouvé comme résultat? Est-ce que par exemple, il y a besoin d'avoir la perception consciente pour se relaxer, ou est-ce que si juste la molécule est traitée inconsciemment, est-ce que ça marche aussi? Enfin voilà. Mmh. Alors, ouais, très bonne question qui permet de qui rejoint parfaitement les discussions de ma thèse. Donc c'est-à-dire, la fin de ma thèse se dédie à essayer de répondre à ce genre de questions que tu viens de poser. Hem, donc pendant ma thèse, effectivement, donc donc je rappelle la question, scientifique, grand public, c'était: «Le système olfactif, une porte d'entrée pour apaiser le corps et l'esprit». Donc l'idée globalement, ça ça a été de répondre à tout un tas de questions et même à unifier, en fait, tout un tas de questions qui visent à répondre à une grande question et qui est que: comment est-ce que des odeurs peuvent nous relaxer? Heu, donc pour ce faire, enfin, en fait, des odeurs ont un potentiel à nous relaxer pour plein de raisons. Donc ça a été ça a été vraiment le sujet de ma thèse, mais parmi ces raisons, il y a le fait que des odeurs évoquent, donc par définition, évoquent un percept olfactif dont le premier est ce qu'on appelle la valence hédonique, c'est-à-dire, à quel point on aime ou pas cette odeur. Et évidemment, on a l'intuition que, plus on aime une odeur, plus elle a un potentiel à nous relaxer. Et pourquoi? C'est probablement parce que quand on aime une odeur, c'est peut-être parce qu'elle nous évoque des bons souvenirs. Et donc ça a été montré dans une publication en 2012 d'une chercheuse japonaise qui s'appelle Yuri Masaoka. C'est qu'effectivement, c'est particulièrement les odeurs personnelles, autobiographiques, comme ils ont appelé ça dans la littérature, et agréables, qui ont un potentiel à avoir des effets qu'on pourrait interpréter comme agréables, de relaxation sur notre organisme. En l'occurrence, par exemple, elle a montré un potentiel particulier de ces odeurs personnelles agréables à ralentir notre rythme respiratoire. Et donc, qui dit ralentir notre rythme respiratoire, dit OK, c'est peut-être une intuition d'un genre de relaxation. Donc là, ça pose la question, OK, mais qu'est-ce que c'est que la relaxation? Donc là, pendant ma thèse, donc là, gros débat. Pas personne, aucun chercheur n'arrive vraiment à se mettre d'accord sur la réponse à cette question, parce qu'en fait, c'est très intuitif, voire j'allais dire subjectif, mais justement, là, le débat est: est-ce qu'on peut mesurer de manière objective la relaxation? Donc, vu le débat pendant ma thèse, on a choisi de mesurer la chose tant sur un plan subjectif que sur un plan objectif. Sur un plan subjectif, ça veut juste dire poser la question. À quel point vous sentez-vous relaxé à cet instant T? Et donc là un curseur et on répond de 0 à 10. Et de manière objective, c'est justement venir interroger ce dont je parlais au début, des activités témoins de notre système nerveux autonome. Donc ça veut dire notre activité respiratoire, notre activité cardiaque, voire même notre activité cutanée de type la transpiration. L'hypothèse de base par rapport à justement à l'activité du système nerveux autonome qu'on a un peu tous à l'intuition, c'est que quand je me sens relaxé, je me sens dans un état calme, de mise au repos de mon corps et donc de recrutement de la branche qu'on appelle parasympathique de notre système nerveux autonome qui est justement dédié à ça, mettre au repos les activités de notre corps. Ça veut dire tout un tas de choses, par exemple diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la fréquence respiratoire, augmenter le stockage en glucose, diminuer la tension artérielle, la pression artérielle, diminuer la sudation. Et inversement, dans le cas d'une odeur qui serait désagréable, on imaginerait l'inverse.
c'est-à-dire tout l'inverse de ce que je viens de dire. Et donc, pendant ma thèse, pour répondre à cette question de pourquoi des odeurs peuvent être relaxantes, eh ben, on a mesuré tout ça. C'est-à-dire qu'on a mesuré l'activité cardiaque, l'activité respiratoire, l'activité aussi cérébrale de laquelle on peut déduire certaines informations de relaxation. Et puis, donc ça, c'est des informations objectives. Et puis, le, une dimension subjective qui est à quel point vous vous sentez relaxé. Et les participants humains, en l'occurrence que j'ai inclus dans mon étude, je les ai soumis à des odeurs, mais en l'occurrence que je les ai laissés choisir, entre guillemets, leur odeur. Alors ils ne le savaient même pas, mais le but, donc en gros, comment j'ai fait, je leur ai proposé un panel d'odeurs que nous, expérimentateurs, c'est-à-dire moi, ma directrice de thèse et des collègues à moi, on supposait comme étant plutôt agréables. Et j'ai laissé les participants coter ces odeurs sur le plan de la valence hédonique, à quel point ils l'aiment ou l'aiment pas, et aussi sur le point de la familiarité à cette odeur. Et j'ai choisi j'ai choisi pour chaque participant l'odeur qui, pour eux, parmi ce panel d'odeurs, est la plus agréable. Comme ça, il y a un côté personnel, peut-être autobiographique d'ailleurs. Et donc j'ai choisi ça, et j'ai comparé l'effet de ça à des odeurs négatives ou à une condition contrôle pas d'odeur, et même dans une deuxième étude, à, à des stimulus auditifs, en l'occurrence, agréables, mais pour comparer en gros le potentiel du système olfactif vs auditif sur un plan de valence hédonique à valence hédonique égale, c'est-à-dire est-ce que j'aime l'odeur autant que la musique que je suis en train d'entendre, et comparer l'effet que ça peut avoir sur le corps et sur la sensation subjective de relaxation. Et donc, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a une intrication, il y a une chaîne mécanistique assez complexe, effectivement, qui permet de, pas de répondre à la question de comment les odeurs nous relaxent, mais en tout cas de donner un début de réponse à comment ça se passe. Mais effectivement, probablement que les odeurs agréables, personnelles, où ont un potentiel à, de un, ralentir notre respiration. Sauf que ce ralentissement de la respiration a un impact particulier sur la façon dont notre cerveau fonctionne, et notamment au niveau de certaines zones. Et puis, cette façon en fait de ralentir globalement le fonctionnement de nos rythmes cérébraux. Donc pourquoi? Parce que notre cerveau, c'est tout un tas de neurones qui qui se concertent entre eux et donc communiquent entre eux, et communiquent en partie grâce à des activités électriques qui ressemblent à des ondes. Et ces ondes, on a vu que dans un cas de ralentissement respiratoire, et ben, d'une certaine manière, on a vu un ralentissement de, des ondes cérébrales. Et ce ralentissement facilite en fait la synchronisation entre tout un tas d'aires cérébrales, tout un tas de zones du cerveau. Et donc l'association de une odeur agréable ralentit ma respiration, synchronise des rythmes cérébraux entre des aires cérébrales distantes, et bien là, ça peut donner lieu à une relaxation, en tout cas, en tout cas sur le pan objectif. C'est-à-dire qu'on a observé certes des marqueurs objectifs qui témoignaient d'une relaxation, mais là où c'est difficile, c'est que ça n'a pas été traduit par une augmentation de relaxation subjective. Donc là, c'est tout un débat du pourquoi. Et peut-être que nos participants étaient déjà relaxés subjectivement en arrivant. On aurait dû peut-être les stresser pour, d'une certaine manière, pour qu'ils soient susceptibles d'être plus relaxés. Et donc voilà, ça c'est un défaut méthodologique peut-être de la conception des méthodes pendant ma thèse. Mais voilà comment a été la stratégie qu'on a adoptée pendant ma thèse pour répondre à ces questions de en quoi des odeurs sont-elles capables de nous relaxer ou pas. Et pour finir sur la question que tu posais, l'aspect de la conscience de l'odeur ou pas, bah justement, ce qui a été intéressant pendant ma thèse, c'est que
Il y a En gros, j'ai fait 2 études et il y a une étude où les participants n'avaient pas conscience de la présence d'une odeur parce que, je diffusais ça, discrètement à des valeurs, assez faibles en termes d'intensité, mais quand même présentes. Et une étude où je diffusais ça, devant leur nez, donc ils étaient pleinement conscients de la présence d'une odeur et c'est uniquement lors de la conscientisation de l'odeur qu'il y a eu un effet relaxant. Et donc ça pose la question de, en quelque sorte, l'effet placebo de l'odeur. C'est-à-dire que, ok, là, il y a une odeur, et donc le cerveau lui-même se met dans un mode relaxation. Et peut-être que ça se trouve, il y aurait même pas d'odeur, ça aurait fonctionné quand même en faisant croire qu'il y avait une odeur. Donc ça, c'est la question de l'effet placebo. Mais voilà, ça mériterait des études justement pour répondre à ce genre de questions. Et donc l'émergence de la conscience dans ces étapes est, semblerait-il, important. Mais quand même, on peut noter que si on sort du cadre de ma thèse, il y a tout un tas d'odeurs qui ont un potentiel à avoir un gros effet sur nous, même de manière inconsciente. Justement, par exemple, des odeurs alimentaires. Imaginons, je suis dans la rue, il est 11h30, je marche pas loin d'une boulangerie, et ben, je vais avoir la faim qui va être stimulée parce qu'en fait, je sens des odeurs de pain, de croissant, de n'importe quoi. Et des fois même, c'est inconscient parce que ça se trouve, je suis en train de marcher avec un ami à côté de moi, je suis en train de lui parler. Ma conscience, en quelque sorte, est totalement portée vers mon ami auquel je suis en train de parler. Mais pour autant, il y a ces molécules odorantes qui inconsciemment viennent se fixer, en tout cas activer mon cortex olfactif et me donner encore plus la sensation que j'ai faim. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des odeurs plus que d'autres qui sont capables de. Donc là, je faisais l'hypothèse d'odeurs alimentaires, mais il y a peut-être d'autres contextes qui sont capables de inconsciemment driver nos prises de décision, etc. Et donc ça, encore une fois, c'est probablement lié, enfin, probablement même quelque chose de bien particulier à notre système olfactif, du fait anatomiquement, il projette directement sur le système limbique qui est dédié au traitement de nos émotions et et de nos souvenirs. Et comment est-ce que tu penses que justement, cette relaxation induite par les odeurs, est-ce que tu penses qu'elle pourrait avoir une place comme accompagnement dans des aspects thérapeutiques avec par exemple le thérapeute qui pourrait se servir de ça pour relâcher des odeurs, je sais que pour le traitement de trauma, des fois on essaie d'associer ça à des musiques douces ou plus plaisantes, etc. Donc des fois est-ce que tu penses que là il y aurait une possibilité de travail dessus à ce niveau-là, vu qu'on sait le lien entre odeur et mémoire et la force que ça peut avoir entre mémoire et émotion, du coup, comme tu disais au début de l'épisode. Ouais. Je dirais carrément, comme tu dis exactement, se remémorer des souvenirs agréables, positifs, juste grâce à des odeurs, ça peut carrément être un axe thérapeutique pour certains troubles mentaux, euh, anxiété, dépression, tout un tas de stress post-traumatique. Euh, et puis, même pour répondre à cette question, je vais utiliser l'exemple d'un collègue à moi qui est un peu dans la même situation que moi. Il est en post-doctorat, il s'appelle Jules Granger. Euh, il a fait sa thèse à cheval entre deux laboratoires et en même temps que moi, donc c'est-à-dire le même laboratoire que moi et aussi à Paris. À Paris, il était sous la direction d'un pneumologue qui s'appelle Thomas Milowski. Et Thomas Milowski, pneumologue, ce qui l'intéresse particulièrement, et donc ce qui a intéressé Jules Granger, mon collègue, c'est la question de la dyspnée. Donc la dyspnée, donc D-Y-S-P-N-E-E, c'est un terme un peu bizarre, qui qualifie juste de l'inconfort respiratoire. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je vais courir et que je suis dans le dur, eh ben, j'ai un inconfort respiratoire, en quelque sorte une dyspnée. Mais nous, c'est facile, enfin, si, je vais dire nous, quand on va courir, c'est facile parce qu'on s'arrête de courir, ça va mieux. Mais
il y a des gens qui malheureusement ont des pathologies respiratoires et donc souffrent d'une dyspnée. Et là, c'est extrêmement impactant physiquement et psychologiquement le fait d'être dans un inconfort respiratoire permanent. Avec, on peut imaginer des questions de type est-ce que la prochaine respiration, je vais réussir à la faire? Est-ce que je vais pas mourir dans quelques cycles respiratoires parce que j'arriverai plus à respirer, tel que par exemple lors d'une crise d'asthme. Et donc voilà, il y a des gens qui souffrent par exemple de BPCO, de bronchopneumopathie chronique obstructive, pour tout un tas de raisons, mais des pathologies pulmonaires qui donnent lieu à ça, qui souffrent de dyspnée, donc c'est-à-dire ce symptôme subjectif d'inconfort de notre propre respiration, et donc qui ont des retentissements psychologiques énormes de type anxiété, dépression, etc., qui sont assez faciles à imaginer dans ce contexte. Et donc se pose la question de comment traiter cette dyspnée, cet inconfort subjectif de la perception de notre respiration. Et donc un axe de réponse vient des travaux menés par Thomas Similovski et Jules Granger, qui ont proposé l'idée et même démontré effectivement qu'il y a des odeurs qui sont capables de d'amoindrir cette sensation subjective, donc cette dyspnée, cette sensation d'inconfort respiratoire, et notamment les odeurs qu'on appelle trigéminales. Donc les odeurs trigéminales, c'est des odeurs qui, d'un point de vue physico-chimique, ont une capacité de se fixer à certains récepteurs particuliers, en l'occurrence de notre muqueuse nasale. Et je dis bien nasale et pas olfactive, c'est-à-dire nasale, c'est la muqueuse même qui tapisse les parois de notre nez. Et sur les parois de notre nez, on a des récepteurs mécaniques, c'est-à-dire que si on touche, on ressent qu'on est en train d'être touché, mais aussi thermiques. Donc si on amène du chaud ou du froid, on est capable de ressentir qu'il y a du chaud ou du froid. Et donc il y a des molécules odorantes qui sont capables de se fixer sur des récepteurs thermiques de notre muqueuse nasale, et qui de là vont activer un nerf qu'on appelle le nerf trigéminal, qui est en l'occurrence la cinquième de nos paires crâniennes, et de là évoquer une sensation quelque part supplémentaire par rapport à aux sensations odorantes classiques. Et justement, une sensation par exemple de chaud, si par exemple on mettait, je vais dire, bon, une molécule, la capsaïcine, mais en gros des molécules un peu pimentées qu'on mettrait dans notre nez ou même dans notre bouche, c'est pareil, bah, ça nous donne une sensation de chaud. Mais inversement, une sensation de froid, par exemple les odeurs mentholées, donc à base de menthe, l'eucalyptus, tout ça, ou un truc un peu connu quand on a le rhume, par exemple, on peut nous dire vas-y, mets du Vic Vaporub sous les narines. Et en fait, ça va apporter des odeurs mentholées, d'eucalyptus, etc. Et donc, ça va activer notre système trigéminal. Et en fait, cette fraîcheur et donc le fonctionnement du Vic Vaporub pendant le rhume, c'est exactement ça correspond exactement à enlever la sensation de dyspnée. Pourquoi? Parce que quand on a un rhume, on est en quelque sorte faiblement dyspnéique. On a un inconfort respiratoire parce qu'on a le nez bouché. Et en fait, on vient apporter une odeur qui va en quelque sorte bypasser notre muqueuse olfactive et activer quand même des récepteurs qui vont donner une sensation que oui, on est en train de respirer. Et donc là, je suis en train de dire que ça se trouve que oui, le vide vaporub, il fonctionne pas en débouchant les narines, mais juste en donnant la sensation qu'on respire bien via ces récepteurs et l'activation du nerf trijumeau. Et donc, c'est exactement cette propriété que Thomas Similovski et Jules Granger ont en quelque sorte utilisée pendant sa thèse. L'idée étant d'explorer en quoi le fait de proposer des odeurs un peu trigéminales à des patients dyspnéiques, enlever leur dyspnée. Et effectivement, ils ont montré qu'il y avait un bon potentiel de ces odeurs à traiter donc ce symptôme qui est la dyspnée, et donc à enlever l'inconfort subjectif de la perception de leur respiration uniquement grâce au fait qu'on a des odeurs à potentiel trigéminal qui sont diffusées dans la pièce à côté du patient.